Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour votre matinale, votre émission quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers et son impact sur vos stratégies de trading ou d'investissement. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur plusieurs médias et écoutez, au nom de TV Finance, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et tous vos commentaires qui nous soutiennent et nous donnent envie de continuer à analyser pour vous débusquer l'information la plus juste, pour vous aider à affiner vos stratégies d'investissement au trading ou bien à comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Et désormais, il est l'heure de retrouver le chronodax d'Éric Seban. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être avec nous, Éric Seban. Ce matin, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders franchisés, un réseau de traders franchisés, de traders indépendants franchisés. Et avec nous pour nous expliquer comment évolue le DAX, l'indice phare allemand. Écoutez, la semaine dernière, vous nous expliquiez que rien n'était acquis, qu'en fait, en réalité, on avait réintégré une zone de latéralisation, mais il ne fallait pas oublier qu'on était dans la limite basse de ce canal. Cette limite basse, elle n'a donné aucun espoir aux traders. On est en train de repartir vers le bas. Alors, depuis qu'on s'est parlé, on est reparti vers le bas, oui, c'est vrai. Mais on a trouvé appui, ce qui n'est pas étonnant pour le moment. Et puis, bon, on a rebondi et on se retrouve à peu près au même niveau que la semaine dernière. Donc ça veut dire qu'en fait, le DAX peut-être est en train de mettre en place une énième zone de latéralisation semblable à celle qui a eu lieu en septembre, à peu près sur le même niveau, c'est-à-dire entre 23 500 et 23 900. En tout cas, ça c'est un des trois premiers scénarios, le premier des trois scénarios que je vous ai matérialisé sur le graphique. Donc la mise en place d'une zone de latéralisation qui pourrait durer tout le mois de décembre si en effet nous n'avons aucune nouvelle fracassante de nature à pouvoir faire décaler les prix vers le bas, qui est le deuxième scénario possible aussi, à savoir donc une sortie par le bas vers 23 100 cette fois-ci, cassure des derniers plus bas. Là, ce serait un signal chartiste de baisse, avec relais ou pas, ça je ne peux pas le savoir. Probablement avec un peu de relais, de mon point de vue, parce que les protections ont quand même beaucoup diminué. Et puis sinon, tout simplement, non pas un double top et la mise en place d'une zone de latéralisation, et dès aujourd'hui ou demain, cassure de 23 900, puisqu'on est en double top à l'instant T. Et puis on retourne vers 24 500 par exemple, ou un gros tirage de fin d'année au-delà si rien ne s'oppose. Donc ça, c'est les trois scénarios qui sont sur la table. Je ne peux pas vous dire quel est le plus probable. En tout cas, en effet, je ne vais pas privilégier celui d'un rebond fort naturel, en tout cas de conviction, hein, on est bien d'accord. Nous sommes toujours dans un marché avec beaucoup de spéculation et très peu de conviction, justement. Il n'y en a pas besoin d'avoir de la conviction, on est à la fin de l'année. Donc l'année est faite si le marché ne descend pas, si on s'est protégé avec des puts, comme je n'arrête pas de le répéter, et comme de toute façon les gens l'ont fait depuis bien longtemps, cette plus-value, elle est acquise. Donc maintenant, ça va se terminer en roue libre comme toutes les fins d'année. Les boucles vont se fermer progressivement. Donc je ne pense pas en effet que les cours vont décaler fort, à moins de quelque chose de fort. Et là, je parle de la baisse. Il faudra quelque chose de fort. Sinon, le marché n'a pas intérêt à ce que ça bouge. Donc une continuation de la latéralisation semble le scénario le plus probable. Pourquoi je pense que ça pourrait baisser si jamais on avait une nouvelle? C'est parce que je trouve que le marché est de plus en plus vulnérable sur le plan technique. Alors c'est rien de méchant, mais c'est progressif. Toutes les semaines, c'est la confirmation de ce que je voyais ou j'anticipais la semaine précédente. La volatilité m'intéresse beaucoup. La position ouverte, évidemment, sur les options m'intéresse beaucoup. Je parle de la volatilité des options, la volatilité implicite. La volatilité intraday, elle est à peu près toujours pareil. En ce moment, c'est assez fort. Cette volatilité, je note que quand on tentait de sortir par le haut de la zone de latéralisation, lorsqu'on a inscrit des nouveaux plus hauts historiques à 24 900 ou autour, la volatilité est à 15. Alors, on anticipait peut-être que ça baisse, et puis voilà, les plus prudents ont acheté des puts en se disant voilà, maintenant si ça baisse, eh bien au moins on aura verrouillé la plus-value. Bon, mais depuis, on est redescendu très bas par rapport à ce niveau-là, puisque 23 900, 24 900, c'est 1000 points quand même, ça fait pas, c'est beaucoup. Et puis, à la faveur du petit rebond qu'on a eu la semaine dernière,
on a une volatilité qui est beaucoup plus faible en fait. On est 1,5 point en dessous, alors qu'on est en bas, alors qu'on a baissé. Donc, soit on pense que le marché ne peut plus baisser, ce qui n'est pas impossible. Quand je regarde justement la position ouverte sur les options, on n'a pas plus de put que de call. C'est-à-dire qu'on n'a pas plus d'options de baisse qui sont des protections que de call qui sont des options de hausse qui donc vont être achetées pour parier sur un rebond. Donc ça, c'est pas très bon parce que en fait, la semaine dernière, on était à 1, on venait d'1,5, 1,5, on venait de 2,2. Voilà, maintenant, il n'y a plus de put en surnom par rapport au call. Et ça, c'est pas bon, c'est pas sain. C'est-à-dire que on a quand même là plus de velléité de se protéger. Alors je comprends bien, si on part du principe que l'année est terminée, on n'a plus besoin de se protéger. Les protections, ça coûte de l'argent, donc on ne va pas les tourner. Moi, quand je regarde les strikes, les niveaux de prix sur lesquels les contrats sont les plus nombreux, c'est sous la zone. C'est 22 000, 21 700, c'est assez loin. Donc, si ces protections sont encore valables jusqu'à l'échéance qui est fort probable et qu'elles couvrent largement les portefeuilles, à ce moment-là, si on casse 23 100, il n'y aura pas de relais. En revanche, si elles ne sont pas assez nombreuses, à ce moment-là, il y aura probablement un peu de relais. Et je rappelle que si les gens commencent à vendre, ce sont les ETF qui vont vendre derrière parce qu'ils ne sont pas protégés. Alors c'est un peu technique tout ce que j'ai raconté, désolé, mais l'ambiance en ce moment, elle est relativement fébrile. En tout cas, c'est comme ça que je la vis quand je vois le marché évoluer au jour le jour. Il y a quelque chose qui a changé depuis un mois. Je ne peux pas vous dire quoi, j'en sais rien, mais je le note. Donc, je renouvelle mon message de prudence de la semaine dernière. Comme la volatilité a baissé d'1,5 point, les puts sont encore moins chers. Et si on veut passer les fêtes tranquilles, et le début d'année tranquille, on peut acheter des options. Je ne suis pas sponsorisé par les vendeurs d'options, évidemment. C'est juste une réaction de bon sens. Bien sûr, et on en discutait un peu la semaine dernière. Il y a une note qui est tombée, les analystes financiers qui modélisent pour 2026 une bourse, les indices européens qui pourraient surperformer les indices américains. Ceci étant, c'est pour l'exercice 2026. Là, on est en plein mois de décembre et effectivement, un peu comme tout le monde, vous incitez à la prudence, à prendre un peu de hauteur avant de prendre des décisions qui pourraient, pour l'instant, personne ne sait vraiment anticiper, quoi. Vous savez, les cracks, quand ils arrivent, on ne les voit jamais arriver. Il y a quelques éléments qui vous disent attention, il y a un peu de vulnérabilité. Au premier éternuement, ça va prendre un gros rhume. Après, il ne se passe pas toujours des catastrophes, mais c'est toujours soudain. Et c'est soudain entraîné par des contraintes techniques, donc des manques de protection. Donc si on veut être tranquille, on achète des puts qui ne sont pas très chers, et puis on dort tranquille. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Ça vaut le coup, je pense, franchement, de dormir tranquille. Surtout quand le marché vous semble un peu particulier. Parce que là, ça ne se voit pas avec la grande image. Mais quand vous regardez en intraday, entre les volumes qui sont, depuis une semaine, le volume moyen quotidien, c'est 22 000 contrats. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Plus personne. Il n'y avait déjà pas grand monde. Mais là, il n'y a vraiment plus personne. Ça veut dire que dans un carnet, entre deux quantités, vous avez 3, 4, 5 niveaux de prix minimum. Donc, il n'y a pas de densité, ça peut bouger. Et ça bouge dans le vide. Donc, à partir du moment où vous aurez un afflux d'ordres de vendeurs, il n'y aura pas de contrepartie acheteuse en dessous, avant des paliers très très bas. Ce qui veut dire que ça va baisser vite et fort. Et si vous ne voulez pas vous retrouver avec le gros point d'interrogation, je vends pas, avec des puts, vous ne posez plus cette question. Ouais, effectivement, je rappelle le contexte des banques centrales, les principales banques centrales de la planète qui sont un peu dans le brouillard quand même en réalité. On se demande ce qu'elles pilotent réellement. On peut également parler de la géopolitique. On comprend bien que Poutine fait semblant de négocier un plan de paix, mais en réalité, pendant qu'il négocie, il continue de bombarder le Donbass. La politique intérieure américaine, les droits de douane, aucune visibilité. On dit qu'on négocie pas, mais en tout cas, pour l'instant, écoutez, les droits de douane sont punitifs. La Cour suprême des États-Unis qui pourrait revenir sur ces droits de douane, les États-Unis qui pourraient rembourser jusqu'à 90 milliards de dollars aux entreprises. Il y a une entreprise dont j'ai plus le nom qui a lancé une action en justice pour demander remboursement. Donc voilà, il y a quand même ce contexte. Il y a la dette colossale des États, les dettes souveraines, qui atteint des niveaux records en 2025. Bref, il y a quand même énormément d'indicateurs qui nous font dire que pour une fois, la crise, le krach, on le voit arriver quand même en réalité. Après, vous savez, il faut se méfier de l'évidence. Comme disait quelqu'un qui m'a beaucoup appris, elle n'éclaire plus, elle aveugle. Vas-y.
Ah pardon, excusez-moi, je suis désolé, excusez-moi, pardon, on me parlait dans l'oreille. Eric, est-ce que l'invité qui est censé vous suivre aimerait participer à notre conversation? Est-ce que je peux m'autoriser à la faire apparaître à l'écran? Oui, vous me donnez votre autorisation? Oui, bien sûr. Bien sûr, bah, écoutez en régie, si techniquement on est capable de le faire, c'est une bonne idée. Bonjour, vous m'entendez? C'est James. Bonjour, moi je vous entends, Eric, vous entendez? James Detwati, le loup de Zurich qui est avec nous. Oui. James, bonjour, merci, on vous écoute, c'est à vous. Antoine, bonjour tout le monde. Très bonne explication, très bonne analyse. Le game changer, je voudrais juste ajouter que ça pourrait être le carry trade, il faudra en parler, par rapport au taux justement au Japon, etc. Et le fait qu'on emprunte du yen pour ensuite le convertir en monnaie fiat et investir sur des marchés, par exemple, américains. Donc si demain, et c'est ce qu'est en train de faire justement le gouvernement japonais, on augmente justement les taux, les gens vont devoir rembourser. Donc il va sûrement ou peut-être y avoir un sell-off. Donc quand on voit qu'il y a des puts qui ont des strikes au niveau des 21 ou 22 000, moi je pense que ça peut aussi venir de là. Oui, en tout cas, ils sont là. Donc, voilà. C'est qu'il y a des protections avec ce niveau-là en ligne de mire. Et si vous regardez le graphique, ça correspond à des niveaux que j'ai tracés depuis des mois et des mois. Donc, voilà, les pros les voient. Donc, s'ils savent se protéger, ils ne se gênent pas pour le faire. Alors, effectivement, alors effectivement, si on parle du carry trade, donc le carry trade, c'est des flux massifs qui partent d'une région, d'une place boursière pour aller vers une autre. Là, en l'occurrence, donc ce serait les investisseurs, les banques et les assurances institutionnelles. Donc les institutionnels nippons qui prendraient leurs billes aux États-Unis. Je rappelle que ce sont les premiers financeurs de la dette américaine avec 1200 milliards de dollars investis dans la dette américaine, qui pourraient, parce que la banque nippone pourrait augmenter ses taux directeurs. Mais c'est pas sûr, parce qu'il y a 2 jours, Ueda, qui est le gouverneur de la Banque centrale nippone, nous disait je vais les augmenter mes taux, c'est sûr. Hier, il nous disait je vais pas le faire. Donc en gros, c'était même pas hier, c'était ce matin. Donc en vrai, carry trade, ok, mais pour l'instant, patience. La BOJ, c'est pas la Fed. Quand elle dit qu'elle patiente, elle patiente. Oui, mais enfin, le game changer, il peut venir ou de là-bas ou du Moyen-Orient. Eh bien, écoutez, on va voir tout ça dans un instant. Je rappelle que juste après vous, James, qu'on va retrouver dans un instant, c'est Christian Parizeau, fondateur d'Altair Economics et qui chuchote à l'oreille des stratèges et des décisionnaires d'Aurel, eh bien, sera avec nous pour nous expliquer justement s'il y a une réelle inquiétude à avoir, non pas sur le carry trade, mais surtout sur la faiblesse du dollar à venir, puisqu'en fait, en sous-jacent, c'est quid du dollar en fait, en réalité. Donc, écoutez, on va voir tout ça dans un instant. Eric, avant de vous souhaiter une excellente journée et de vous retrouver la semaine prochaine, vous voulez dire un dernier mot sur le sujet ? Non. Maintenant, tout peut venir de n'importe où. Le maître mot, c'est absence de visibilité. Donc, tant qu'on n'aura pas des confirmations, et on n'aura peut-être pas, la latéralisation peut se poursuivre, voilà, mais c'est pas le moment d'entrer sur le marché si certains se posent la question, ni pour jouer la hausse, ni pour jouer la baisse. Pas maintenant. Il faut attendre des confirmations, il faut patienter. Eh bien, écoutez, le message est passé. Merci beaucoup, Eric. Effectivement, ça fait 15 jours que vous nous dites qu'il faut être prudent. Eh bien, tâchons, on va l'être. En tout cas, on va prendre de la hauteur et puis on va essayer de passer les fêtes de fin d'année le plus tranquillement possible. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté d'inaugurer ce nouveau schéma. Et puis écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Et vous êtes avec nous tous les jeudis matins pour nous expliquer quelle attitude adopter face à l'indice phare allemand. Merci beaucoup, Eric. À la semaine prochaine. Merci vous aussi. Dans un instant, on retrouve donc James Detwati, le loup de Zurich, avec lequel on va parler stratégie d'investissement. Mais avant, je vous propose de faire une petite pause. À tout de suite.